Bonjour à tous. Donc, on va commencer la table ronde numéro 2 consacrée à la télésurveillance et la télésurveillance de demain, parce qu'il y a une actualité particulière sur laquelle on va revenir. Je voulais remercier tous les participants et Jacques Lucas qui va revenir. Donc, Corinne Collignon, Jean-François Thébault, Armelle Gracier, Corinne et Armelle qui sont à distance et qui vont se présenter. Grégory Perrard, Jacques Lucas qui va arriver, qui a juste une petite pause, et Cédric Klein. Donc, on va commencer à faire le tour de table. Je ne sais pas, Corinne et Armelle, si vous nous entendez, peut-être pour vous présenter, Corinne. Très bien. Parfaitement. Bonjour à tous. Je commence à me présenter? Vas-y, Corinne. OK. Corinne Collignon, je travaille à la Haute Autorité de Santé. J'ai travaillé pendant de longues années pour l'évaluation des dispositifs médicaux et puis je me suis spécialisée petit à petit sur le numérique et l'intelligence artificielle. Et il y a quelques mois, j'ai pris la tête de la mission numérique en santé, qui est un service assez récent à la HAS, qui a vocation à travailler en transversal. Et tout à l'heure, Mathieu Faure parlait du numérique qui casse les frontières. Donc, le numérique casse aussi l'organigramme de la HAS. Donc, qui a vocation à travailler en transversal sur toutes les questions liées au numérique, et notamment les travaux évoqués tout à l'heure sur la télésanté pour le développement de recommandations de bonnes pratiques. Donc, je suis ravie d'être avec vous. Merci. Ravi aussi, Corinne. Merci beaucoup. Armelle. Oui, bonjour à tous. Ravie d'être avec vous et merci pour cette invitation. Donc moi, je suis Armelle Gracier, je suis la directrice des affaires industrielles du SNITEM. Le SNITEM étant le syndicat des fabricants de dispositifs médicaux. Et comme vous le savez, dans les dispositifs médicaux, il y en a beaucoup qui sont maintenant connectés. Et à l'inverse, il y a beaucoup de solutions digitales qui se développent et qui, en tous les cas, dans le cadre de la télésurveillance, sont des dispositifs médicaux. Et c'est donc effectivement aussi, nous, une expertise qu'on a développée au sein du SNITEM depuis 5-6 ans. Merci, Armelle. Jean-François. Bonjour, Jean-François Thébault. Donc, je suis de formation cardiologue, représentant des patients, vice-président de la Fédération française des diabétiques. J'ai été membre du collège de la Haute Autorité de Santé et depuis 25 ans, 30 ans, en tant que cardiologue, intéressé par la télémédecine, la télésurveillance, je fais de la cardiologie, elle est pionnière dans ce domaine. Merci beaucoup. Docteur Klein. Bonjour à tous, Docteur Klein. Donc, je suis médecin cardiologue au CHU de Lille, spécialisé dans la prise en charge des troubles du rythme cardiaque. Et donc, je m'occupe avec le docteur Guédon de la télésurveillance des patients porteurs de pacemakers et de défibrillateurs. C'est une activité quotidienne. C'est en réalité l'activité que je réalise à l'arrivée à l'hôpital le matin. C'est ma première activité. Et plus récemment, on s'est intéressé également à la télésurveillance de l'insuffisance cardiaque au sein de la structure. Donc, c'est à ce titre-là que je été invité. Merci beaucoup de votre présence. Alors, désolé, il y a une surreprésentation des médecins et des cardiologues parmi nous aujourd'hui. Je suis là en tant que diabétique. Moi, je suis industriel. Je sais, mais quand même, voilà. Donc, Grégory Perrard, moi, je suis cardiologue, effectivement, dans les Hauts-de-France. Donc, j'ai créé, fort de toutes ces expériences, je connais bien Jean-François, de tous les échanges qu'on a eus, de tous les échanges également avec les patients qui nous ont petit à petit apporté leurs objets connectés en demandant ce qu'on pouvait en faire. Eh bien, il y a quelques années, quasiment dans cette salle-ci, on a créé une solution de télésurveillance qui s'appelle NewCard, qui travaille avec le CHR de Lille. Voilà, et donc ça fera bientôt 6 ans que notre solution existe. Donc on a pas mal d'expérience maintenant du lien que ça crée avec le patient et du lien différent que ça crée avec le patient et du lien de qualité que ça crée avec le patient. Et donc, nous avons aussi Jacques Lucas qui va nous rejoindre, qui s'est présenté tout à l'heure, qui est président de l'Agence du numérique en santé. Juste avant de commencer, pour juste poser les bases et comme ça qu'on puisse vraiment discuter et mettre de côté un peu les parties techniques, il y a 2 petites diapos juste pour reposer le contexte sur la télésurveillance. Déjà, redire un premier message, mais là, on va passer très vite sur la première diapo. Que la télésurveillance, donc, c'est le suivi par un médecin ou une équipe, avec à minima un médecin, souvent des équipes pluriprofessionnelles, qui suivent des patients à domicile via des remontées de données sur le lieu de vie du patient. Qu'il y a de fortes attentes, je pense à peu près de tout le monde, que ce soit à la fois des institutions diverses et variées, HAS, CNAM, ministères et autres, des différents acteurs, des représentants des patients. Je pense qu'il y a des fortes attentes et on a tous
voilà, envie de pouvoir lancer les choses fortement au-delà des expérimentations. Donc, c'est le premier petit message, de fortes attentes sur la télésurveillance, qui a un fort potentiel qui reste encore à prouver complètement, mais qui a un fort potentiel. Et donc, parce qu'il y a ce fort potentiel, on a décidé de passer de l'expérimentation, avec de nombreuses expérimentations, à la fois dans le programme étape sur 5 pathologies, et aussi dans l'article 51, de passer à un mode pérenne, donc avec une prise en charge de droit commun de la télésurveillance. Dans un premier temps, à partir de cet été, cet été, deuxième semestre, on va dire, dans 5 pathologies qui sont les pathologies historiques, donc insuffisance cardiaque, prothèse cardiaque implantable, insuffisance rénale, insuffisance respiratoire et patients diabétiques. Et au fur et à mesure, une fois que ce socle sera posé, là, à partir de cet été, les textes d'application de la loi de financement pour 2022 devraient arriver avant l'été. On pourra progressivement ouvrir à de nouvelles pathologies et prendre en charge, à partir du moment où elles ont fait preuve d'une pertinence, mais je pense que Corinne en parlera tout à l'heure, d'une évaluation auprès de la Haute Autorité de Santé, elles pourront être prises en charge. Donc, c'est vraiment le coup d'envoi sur déjà une accélération de la télésurveillance qui est déjà prise en charge aujourd'hui dans le cadre expérimental, et aussi un coup d'envoi sur de nouvelles pathologies. On a eu beaucoup de discussions ce matin avec des startups, des entreprises, des médecins. Il y a encore beaucoup de choses qui peuvent potentiellement arriver, qui ont de l'avenir. Et donc, voilà, ça va pouvoir commencer à partir de cet été. J'avais une première question qui est valable pour tous. Et on va commencer par Jean-François. Un peu pour toi, quel est le point de vue, quoi? Comment tu te situes sur la télésurveillance et quels sont les enjeux pour toi, assez rapidement, les enjeux de demain de la télésurveillance? Alors, ça intéresse beaucoup les patients diabétiques, et à tel point qu'il y a eu une recommandation de la Société du diabète et qui a été publiée en commun avec la Fédération française. Les professionnels et les patients ont travaillé ensemble pour définir quelles étaient les conditions d'une bonne pratique, d'une bonne prise en charge des patients diabétiques dans le cadre de la télésurveillance. Pourquoi? Parce que les diabétiques, ça se suit seul. Les diabétiques se suivent seuls depuis des années avec des glucomètres et maintenant avec des appareils connectés qui nous permettent de transférer des données. Donc, pour nous, c'était déjà du vécu du quotidien, donc une organisation s'imposait. Donc, vous attendiez ce moment-là particulièrement. Voilà, alors au passage, ça n'a déjà pas beaucoup plus que ça s'appelle télésurveillance. Voilà, parce que ça rappelle le des punir, notre ami Foucault, ou ça rappelle le panoptique, le pentam, on voit tout le monde. Le mot, on aurait préféré télésuivi, téléaccompagnement, mais enfin, on ne va pas faire la fine bouche, c'est bien. De votre côté, docteur Klein, c'est quoi les enjeux pour vous, quoi? Ce que vous attendez de la suite, là, c'est dans un mode expérimental, donc ça fait partie déjà de votre quotidien, mais vous attendez quoi justement de cette accélération, de ce passage dans le droit commun dans les mois, années qui viennent? Alors c'est vrai que pour situer en cardiologie, dans la prise en charge, on va dire, rythmologique, donc le suivi des prothèses, les preuves du bénéfice de la télésurveillance sont des preuves qui sont robustes, puisqu'elles ont fait l'objet de recommandations des sociétés savantes, qui sont des recommandations fortes, avec des grades de recommandations élevés, des niveaux de preuves élevés. Donc c'est une pratique qui est réalisée depuis plusieurs années, et c'est une pratique qui est, on va dire, réalisée de manière routinière. L'avenir de la télésurveillance en cardiologie, pour moi, elle va devoir prendre en considération toutes les avancées technologiques auxquelles on fait face, on va dire, actuellement, et tous les appareils, tous les outils qui sont capables de monitorer différentes données de santé, la fréquence cardiaque, la pression artérielle, la saturation. C'est des données de masse qui deviennent accessibles, et le monde médical aura pour mission, à mon sens, de se positionner par rapport à ces données-là. Et c'est une question qui est complexe et qui va, à mon avis, être l'enjeu de la télésurveillance en cardiologie dans les années à venir. Et ça fait le lien un peu aussi avec la table ronde d'avant, justement sur la formation, pour que les professionnels de santé prennent part fortement, à la fois dans la recherche, mais aussi dans l'organisation au quotidien de la télésurveillance, parce que l'on parle de télésurveillance, il faut aussi qu'ils soient formés, qu'ils puissent être à l'aise dans cette pratique-là. Corinne, au niveau de la Haute Autorité de Santé, quel a été votre travail là, ces derniers mois? Parce qu'il y a eu quand même pas mal d'activités sur la télésurveillance. C'est un peu votre vision de la télésurveillance et de l'avenir là-dessus? Effectivement, en fait, ces derniers mois, on a travaillé à
anticiper la sortie du mode expérimentation vers le droit commun. Alors, tout n'est pas encore fait et tu as annoncé le calendrier, mais l'enjeu, il est vraiment de réussir à passer le cap. Ce qui va être particulier et ce qui a été particulier dans les référentiels qui ont été produits, donc qui sont sur les 5 thématiques d'étape, ça a été de combiner, et c'était nouveau pour la HAS, et c'est la CNEDIMS qui est en charge de ces évaluations, c'est de combiner à la fois le socle technologique, donc l'outil dispositif médical, mais aussi ce volet organisationnel, et donc de constituer ces premiers référentiels qui sont la première brique pour le déploiement de la télésurveillance dans le cadre du droit commun. Donc, on est vraiment sur un binôme dispositif médical et organisation des soins avec des référentiels qui vont constituer le socle pour le déploiement de ce cadre pérenne. Donc, c'est un vrai enjeu nouveau, mais qui se construit. C'est un gros travail avec les 5 premiers référentiels, avec d'autres travaux qui vont arriver, parce qu'il y a certains articles 51 en télésurveillance, notamment en diabète gestationnel, qui arriveront probablement en fin d'évaluation, en tout cas article 51, donc qui arriveront probablement devant vous avec des dossiers déposés. Donc il y a encore d'autres choses qui arriveront probablement derrière. Effectivement, là, on a construit par anticipation, hein, pour gagner, on va dire, du temps et en termes d'opérationnalité au moment où tout sera en vigueur. Mais le mode prévu pour l'entrée dans le droit commun, c'est un guichet, donc un guichet ouvert sur des applications nouvelles et des indications nouvelles. Donc, la CNEDIMS instruira les dossiers qui lui parviendront, et j'espère effectivement qu'il y aura un vrai continuum et des vrais success stories entre les expérimentations antérieures et le droit commun qui se met en place. Et avec, j'en profite, parce que j'ai oublié de le dire tout à l'heure, un lien avec l'accès anticipé qu'a présenté David tout à l'heure, donc qui est aussi ouvert et qui sera une opportunité pour gagner du temps et pour pouvoir développer et soutenir de nouvelles solutions en télésurveillance, et aussi un AMI, alors j'ai oublié le nom de l'AMI, David, pour financer de la recherche, AMI Innov, c'est celui-là? Oui. Après la projet d'évaluation. Après le projet évaluation. Donc il y a aussi tout ça en parallèle qui permet d'avoir une vraie stratégie entre la formation, le financement de recherche clinique, l'accès anticipé et le droit commun de télésurveillance. C'est vraiment une stratégie assez globale qui permet d'avancer. Et vous avez du coup travaillé sur les référentiels, on va dire médicaux, sur ce que doit faire la télésurveillance et qu'est-ce qui doit être télésurveillé, comment, quelle organisation. Et on a la chance d'avoir Jacques Lucas qui nous a rejoint sur les référentiels techniques. Il y a aussi tout un travail de structuration de la télésurveillance sur la partie sécurité aussi des données, parce que on parlait de masse de données, il y a aussi toute cette sécurité qu'il fallait gérer, avec un travail de l'ANS là-dessus, un gros travail qui est encore en cours, avec des concertations et des discussions. Personnellement, toi, ton point de vue sur la télésurveillance, voilà, qu'est-ce que tu penses de la télésurveillance et qu'est-ce que tu vois à l'avenir sur l'impact que ça pourra avoir? Moi, je pense que ça va avoir pour l'avenir un impact très considérable compte tenu de l'émergence, enfin c'est plus l'émergence maintenant, la prolifération des pathologies au long cours. Et quand on parle des pathologies au long cours, c'est finalement une ode à la médecine, parce que si les gens vivent plus longtemps, c'est parce qu'ils ont des pathologies au long cours grâce au progrès thérapeutique et au progrès de la prise en charge. Très souvent d'ailleurs, finalement, ils ne meurent pas de la maladie pour laquelle finalement ils ont été surveillés au long cours, mais ils peuvent mourir d'autres choses. Alors, moi, je garde l'exemple en tant que cardiologue. J'étais à l'époque au Conseil national de l'ordre, et l'ordre s'était même avancé de façon presque un peu militante, je mets ça quand même entre guillemets parce que c'est pas bien pour un ordre professionnel, en matière de la télésurveillance des prothèses implantées. C'était évidemment pas la télésurveillance du patient lui-même, enfin c'était lui qui était porteur de la prothèse et il avait une pathologie qui justifiait la prothèse, mais il pouvait ne rien avoir d'autre et être en excellente forme par ailleurs, sauf qu'il avait fait une mort subite récupérée parce qu'il avait fait une fibrillation ventriculaire et il avait donc un défibrillateur, ou bien il avait fait 2 syncopes liées à un trouble de conduction paroxystique. Bon. Et je me souviens qu'il y avait eu quand même beaucoup de difficultés à l'époque pour définir les modes de rémunération de cette prise en charge. Et peut-être ne faudrait-il pas reproduire finalement un peu les mêmes erreurs, si sur le plan médico-économique je ne m'y connais pas et ce n'est pas ma spécialité, mais de dire qu'un patient qui va être télésurveillé
de manière très globale, coûtera probablement beaucoup moins cher à la société pour une qualité de vie que lui aura dans la surveillance et la sécurité de sa pathologie. Alors bien évidemment, il va y avoir beaucoup de données qui vont circuler. Elles vont d'ailleurs circuler au plan transfrontalier, puisque pour ce qui concerne les pacemakers peuvent être surveillés ailleurs, je pense à l'Allemagne en particulier, en Allemagne parce que c'est une société allemande qui a fourni le pacemaker. Le règlement général sur la protection des données s'applique autant à l'Allemagne qu'en France. Et je crois donc qu'il ne faut pas faire non plus, et je ne sais pas comment on peut s'y prendre, mais je pense qu'il y a actuellement tout un tas de fantasmes autour de la protection des données par la puissance publique et par les autorités sanitaires, alors que ce sont les mêmes patients qui vont être télésuivis, quelle que soit la pathologie, qui vont se répandre eux-mêmes, et ils n'ont pas tort, hein, sur les réseaux sociaux parce qu'ils ont créé, ce sont des patients militants. Ça changera également probablement le mode de relation entre le médecin coordonnateur du parcours de soins, et Jean-François Thébault a fait une philippique tout à l'heure pour appeler à réviser la chose, et les médecins spécialistes qui prennent en charge ces patients. Puisqu'il est bien évident que, pour reprendre l'exemple de la prothèse cardiaque implantée, de la prothèse électronique cardiaque implantée, ce sont les cardiologues quand même qui vont les suivre, et ça peut même poser un problème entre le cardiologue libéral qui a envoyé le patient se faire implanter dans un centre d'implantation et qui va recevoir le compte-rendu de la télésurveillance à distance. Donc là, il y a des réalités très concrètes qu'il faut résoudre, et j'en aurais terminé en disant que ces sujets-là, à mon avis, ne se résolvent pas par arrêté. Il est nécessaire de prendre des textes réglementaires, mais je crois qu'il est nécessaire qu'en amont, il y ait une présentation profane du texte réglementaire, parce que quand on lit un arrêté, un décret, c'est imbitable, si je puis utiliser cette expression familière, pour ceux qui ne sont pas dans l'écosystème. Il va y avoir tout un travail de communication autour de tous les textes sur la télésurveillance, sur les organisations, sur les impacts que ça va avoir. Et je pense qu'on continuera à y travailler tous ensemble pour que très rapidement, d'ici à l'été, on puisse communiquer largement. Effectivement, il faut laisser pas mal d'adaptations, que le terrain puisse s'organiser. Et la télésurveillance, c'est surtout ça, c'est des histoires de terrain. Grégory, en tant qu'à la fois cardiologue et créateur d'une start-up, à la fois, pourquoi vous y avez été avec Newcard, et quelles sont tes attentes un peu sur l'avenir, sur le droit commun? Alors, pourquoi on y est allé? Parce qu'effectivement, on parlait de la présence des médecins. Moi, je suis fermement persuadé, et je sais que Eurasanté l'est aussi, de la place que doivent avoir les médecins, y compris dans les solutions, y compris entre eux, comme, entre guillemets, industriels. C'est-à-dire que les datas, ce qu'elles vont devenir, à quoi elles vont servir pour notre santé, etc., la question, elle n'existe pas. Les datas, elles existent, et il y a des Apple, Google, etc., on peut penser à n'importe quelle entreprise qui demande que ça, de récupérer ça et de pouvoir l'utiliser à des fins plus ou moins vertueuses. La démarche de Newcard et ma démarche, moi, c'était de me dire que je pense que les médecins doivent avoir une place là-dedans pour qu'on garde que dans le domaine de la santé, je ne parle pas du bien-être, mais dans le domaine de la santé, je pense que c'est très important de garder cette dimension médicale. La télésurveillance, ça doit être un lien entre un patient et un professionnel de santé, et je pense que l'industriel doit aussi avoir cet aspect professionnel de santé. Je pense que ça apporte un plus. Après, ce qui se passe actuellement, alors dans l'assurance cardiaque, c'est complètement différent. C'est-à-dire que dans l'assurance cardiaque, la télésurveillance de l'assurance cardiaque, je ne parle pas des pacemakers qui étaient encore quelque chose de plus ancien et plus, je dirais presque plus logique, parce que c'est véritablement, Jacques Leca le disait, c'est vraiment un appareil, mais un appareil en tant que tel. Bon. Pour télésurveiller des pathologies comme l'insuffisance cardiaque, aujourd'hui, on n'est plus dans l'expérimentation. On a plus de 15 000 patients qui sont suivis. Donc, le gros intérêt du passage dans le droit commun, avant tout, déjà, c'est de ne pas arrêter cette dynamique.
et je pense qu'Armelle en parlera peut-être, il y a aussi la dynamique industrielle. Il ne faut pas oublier que la France, on a été le premier pays du monde à donner une rémunération par rapport à la télésurveillance. Donc, on a créé des startups, Newcard en fait partie. Donc, on était vraiment dans la grosse inquiétude qu'on a eue. Alors, elle était sans doute probablement excessive parce qu'on voit que ça se passe bien actuellement, mais la grosse inquiétude, c'était à la fois pour les patients, à la fois pour l'écosystème, etc., qu'il y ait un stop. Donc là, aujourd'hui, la télésurveillance, en tout cas l'insurance cardiaque, elle existe. Il faut qu'elle continue. Il faut qu'elle continue de se développer. Il faut qu'elle continue de se développer dans d'autres domaines. Mais surtout, nous, ce qui était vraiment important, c'est de pas devoir. Notre hantise, c'était de devoir déséquiper les patients et leur dire c'est bon, on n'est plus rémunéré. Nous, on a fait faillite. C'est bon, on s'arrête. C'était vraiment le point. Donc c'est pas. Il y a plein de choses qui vont être faites à côté, mais aujourd'hui, la télésurveillance, ça existe. C'est dans la vie quotidienne de nombreux patients. Et donc, il faut vraiment que ça continue. Et c'était vraiment le point important. Et c'est tout l'objet, je pense, de cette loi qui fait rentrer la télésurveillance dans le droit commun. On discute beaucoup en ce moment parce que les textes ne sont pas apparus et qu'il y a encore des choses à caler, mais c'est vraiment le sens de ça, c'est de dire on y croit tous, on a envie, on ne veut surtout pas que les patients télésurveillés dans les expérimentations arrêtent du jour au lendemain. Donc il faut un modèle à la fois pour ces patients-là, mais aussi parce qu'il y a énormément d'autres pathologies, on pense à l'oncologie, dans lequel il y a des patients qui aujourd'hui ne peuvent pas être télésurveillés faute de prise en charge et qu'on puisse ouvrir progressivement à de nouvelles choses. Armelle, même question de ton côté, côté SNITEM et du tien. Quels sont pour toi les enjeux? Pourquoi la télésurveillance? Pourquoi c'est important pour vous? Et quels sont les enjeux un peu des mois, années qui arrivent? Alors pour nous, et Grégory l'a évoqué, si on reprend le démarrage d'étape, hein, c'était 2016 quand même. Hein, les premiers cahiers des charges ont été publiés en 2016, on est en 2022. Même si le vrai début a été en 2018, mais ça remonte à quand même quelques années. Il y a eu une forte incitation. Effectivement, on a eu la chance d'avoir ces expérimentations qui permettaient de rémunérer à la fois les industriels et les professionnels de santé. Donc ça, il faut le saluer parce que je pense qu'effectivement, on n'a pas d'autres exemples. Et effectivement, l'idée, c'était, parce qu'en France, la France est quand même championne du monde de lancer des expérimentations et puis que ça finisse en eau de boudin et que ça soit jamais transformé. Donc là, voilà, c'était un peu effectivement la crainte de tous, c'est que de voir que ou alors que ce soit éternellement prolongé. Donc la première satisfaction, c'est de voir que effectivement, ça passe dans le droit commun et que ça va devenir une activité médicale pérenne. Donc ça, c'est la première bonne nouvelle. Bon, après, les enjeux et les challenges sont quand même extrêmement nombreux. Il y a de nombreuses entreprises qui se sont bien sûr lancées dans l'aventure parce que ça a été une opportunité pour eux. Étape a été une opportunité pour beaucoup de startups de se créer sur cette activité. Mais il ne faut pas oublier qu'elles se sont créées sur un cahier des charges qui était celui des cahiers des charges d'étape et qui, sur le plan technique, était quand même fondamentalement différent de ce qu'ils sont devenus aujourd'hui avec les référentiels à la fois HAS et le référentiel de l'ANS. Alors, il n'y a aucun industriel qui va contester la nécessité du référentiel de l'ANS avec toutes les mesures de sécurité, d'interopérabilité, d'identification à la fois du patient et du professionnel de santé, parce que c'est un bon sens évident qu'il faut aller dans ce sens-là. Pour autant, ce sont des nouveautés techniques qu'il faut intégrer dans les solutions aujourd'hui. Et l'enjeu majeur pour nos entreprises dans ce passage dans le droit commun, c'est d'être en capacité de se mettre au niveau requis, qui nécessite des développements techniques. Et on a à la fois des entreprises qui sont des petites entreprises qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens, et de l'autre côté, des grosses entreprises dont on peut dire, pour elles, ce n'est pas très grave, elles ont les moyens, sauf que des grosses entreprises, c'est des grosses machines, qu'elles ont des plannings de R&D qui se prévoient 12-18 mois à l'avance. Donc ça veut dire que si aujourd'hui, on publie le référentiel de l'ANS, qui n'est toujours pas officiel, qu'on envoie ça à son organisation de R&D à l'étranger, en fait, là, les 12-18 prochains mois sont pleins, donc ça va passer dans les 18, 24, 36 prochains mois. Donc, on voit bien qu'on fait face à des difficultés de mise en œuvre. Donc, effectivement, il va falloir trouver une solution pour qu'il n'y ait pas de rupture pour non-conformité des solutions. Donc, ça, c'est notre point majeur pour la mise en œuvre qui est censée démarrer au 1er juillet 2022. Donc, ça, c'est le côté industriel. Et puis, le deuxième gros challenge que je vois, c'est qu'il y ait une réelle incitation de tous les acteurs à agir. C'est-à-dire que pour l'instant, pour les industriels, on a réussi à obtenir que le business model reste celui
du programme étape pour les 12 à 18 prochains mois, le temps qu'on puisse rediscuter intelligemment ce qui peut se passer par la suite. Mais il faut faire attention de ne pas comparer des solutions de télésurveillance à des logiciels de comptabilité ou de je ne sais quoi d'autre. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a un besoin humain important derrière les solutions de télésurveillance. Donc, il y a une économie d'échelle qui n'existe pas comme dans d'autres types de logiciels. Donc, il ne faut pas oublier ça. Et puis, donc ça, c'est le côté industriel. Mais quand bien même les industriels obtiendraient ce qu'ils veulent sur le plan économique, il y a aussi les professionnels de santé qui doivent être incités à agir et trouver la juste rémunération si on veut que tout ça, ça se développe au bénéfice du patient. Et comme tous ceux qui se sont exprimés avant moi, bien évidemment, la télésurveillance, même si je ne suis pas convaincue que ça ira aussi rapidement dans son développement que certaines de nos administrations, pour ne pas citer la DSS, pensent que ça va se faire et donc faire exploser les dépenses, parce que je pense qu'il va y avoir besoin, et on l'a évoqué avec le problème de la formation, besoin de changer les états d'esprit, d'organiser aussi les CPTS ou les maisons de santé ou la relation ville-hôpital pour suivre ces patients. Et puis, donc, il faut que tout ça soit, comment dire, pour que la mayonnaise prenne, il faut que tous les ingrédients soient de qualité. Voilà, si je devais faire un parallèle, voilà ce que je dirais. Et donc, voilà, pour moi, on est au démarrage. Ça se passe pas trop mal pour l'instant, mais pour moi, il y a encore des barrières qui sont un peu hautes. Ta dernière phrase fait plaisir à entendre, parce que c'est quand même, on co-construit depuis étape avec l'écosystème, les acteurs, tout le monde. On discute, c'est un objet difficile à appréhender, la télésurveillance, parce que c'est à la fois du monde du dispositif médical et pas n'importe quel, c'est du dispositif médical numérique, qui est un espèce d'un peu ovni avec des nouveaux acteurs qui n'ont pas l'habitude du monde de la santé, pour d'autres un peu si, mais avec des choses beaucoup plus mouvantes, beaucoup plus adaptées et beaucoup plus rapide que d'autres. Je pense qu'on a tous du mal à appréhender, on avait tous du mal à appréhender les choses et on a dû s'adapter. Il faut le faire très vite parce que le numérique va beaucoup plus vite que nous, hein, et que nous tous, à la fois professionnels, à la fois patients, à la fois institutions au sens large, ça va très vite, il faut qu'on suive. Donc c'est un objet un peu particulier et il y a tout le versant professionnel et patient à côté qu'il faut gérer aussi. Il fallait réussir. C'est assez rare d'avoir au même endroit, dans le même objet, texte de loi, à la fois du patient, du professionnel et du DM, qui en plus est du DM numérique un peu nouveau, un peu ovni. Donc, c'est aussi un peu tout ça qu'on a essayé, donc de se dire là, c'est un coup d'envoi, on arrête les expérimentations, comme tu dis, qui durent depuis des années, on y va. Mais on y va de façon pragmatique, c'est-à-dire qu'on s'adapte aussi aux besoins de tout le monde, aux besoins des patients, de dire il faut y aller, donc on s'adapte, mais on s'adapte de façon un peu ambitieuse et de se dire qu'il faut que, si on veut que ça aille, il faut que ça soit ambitieux et soutenable quand même. Donc, c'est un peu toutes ces contraintes, contre-contraintes et besoins qu'il faut essayer de gérer dans un délai assez court, parce qu'entre le moment où on a décidé ça a été mis dans le projet de loi et ça a été voté, c'est assez court, et l'entrée dans le droit commun il y a moins d'1 an, sur la phase opérationnelle, mais ça soulève pas mal de questions. Et notamment, il y a d'autres questions qui ont été un peu entre les lignes, c'est l'impact que ça va avoir sur les professionnels et sur les organisations. Tu le disais à la fin, c'est de dire qu'il faut que tout le monde soit motivé à y aller, il faut donner envie, c'est ce qu'on essaye de faire tous collectivement. Tous les acteurs ici autour de la table et ceux qui participent au droit commun de télésurveillance. Mais c'est un peu quel impact ça va avoir sur les organisations soignantes, sur la réorganisation du monde libéral, de l'hôpital, des liens ville-hôpital, des services hospitaliers, parce que la télésurveillance, c'est aussi des plateformes avec des médecins, avec des infirmières qui travaillent avec. C'est un peu, et donc Jacques, potentiellement, tu voulais répondre à ça. Non, mais vas-y, c'était un peu ma question, c'était avoir votre avis là-dessus sur quel impact ça peut avoir. Oui, je voulais dire 2 choses à l'auditoire. C'est que ça n'est pas l'Agence du numérique en santé qui, en sa sagesse, décide du moment de publication du référentiel. Voilà. C'est le ministère. L'État ensuite arrive en disant mon agence, elle fait ce que je lui dis de faire. Un peu plus subtil que ça, mais enfin, en gros, c'est quand même ça. Et que justement, un référentiel ne peut être publié que lorsque un ensemble de concertation, de discussion a pu avoir lieu avant. Alors, moi, je suis aussi un partisan, et je milite pour ça depuis très longtemps, de la soft law, du droit souple, quand on le traduit en français. Le Conseil d'État lui-même, d'ailleurs, a théorisé sur le sujet en disant que, comme le numérique évolue beaucoup plus vite que les textes réglementaires, il est probablement préférable de notifier dans un décret en Conseil d'État, par exemple, ou dans un texte réglementaire, de renvoyer vers des autorités régulatrices le soin d'émettre des recommandations opposables. Parce que c'est quand même plus facile de changer une recommandation opposable
que de modifier un décret en Conseil d'État. Enfin, c'est plus facile. Ça va en tout cas beaucoup plus vite. Et que je crois que le numérique est un très bon sujet. Il faut du droit dur pour fixer par la loi et des décrets, notamment des décrets en Conseil d'État, quel est le cadre national qui s'impose, le cadre national qui s'impose, mais de laisser aussi les régions pouvoir respirer et être innovantes dans le cadre qui est bien évidemment déterminé, ce qui renvoie subsidiairement d'ailleurs à la question des multiples sociétés ou entreprises qui se sont lancées là-dessus, et que les autorités régulatrices, alors je pense bien évidemment à la haute autorité, mais je pense également aux conseils nationaux professionnels des différentes spécialités. Et que, par exemple, le CNP de cardiologie peut émettre des recommandations sur l'insuffisance cardiaque, sur... Ce qui est le cas, parce qu'on voit que dans le livre blanc sur l'insuffisance cardiaque qui est paru il y a quelques semaines, ils ont commencé à se prononcer sur la télésurveillance et sur la place de la télésurveillance. On a l'ESMO en oncologie qui a commencé à publier les premières recommandations. Donc on voit que les choses commencent à se mettre en place et les professionnels et les sociétés savantes commencent aussi à se prononcer et à mettre la télésurveillance au cœur des recommandations et au cœur du système. Parce que c'est comme ça aussi que les professionnels de santé des différentes spécialités se sentiront plus concernés à partir du moment où la haute autorité d'une part, mais la société savante d'autre part, aura émis des recommandations qui peuvent être rendues opposables. Il suffit d'un arrêté ministériel pour rendre une recommandation opposable. Mais c'est tout à fait ce que vous disiez tout à l'heure. Le CNP de Diabéto, la Société francophone Diabéto et la Fédération française ont publié un avis sur la pratique de la télémédecine, et d'ailleurs la haute autorité de santé nous a écoutés avec beaucoup d'attention et nous a gentiment, de manière intéressée, je ne sais pas, mais repris une grande partie de ce qui avait été écrit dans le référentiel sur le diabète, et on leur remercie. Donc cette démarche, elle doit venir. Alors, je voulais rebondir, si tu me permets, sur ce qu'avait dit Armelle Graciette. Il y a une partie qui est extrêmement importante qu'elle a soulevée, c'est la partie accompagnement humain, ressources humaines. Parce que la télésurveillance, ce n'est pas seulement un problème de transmission de données. Alors, c'est vrai, quand on est dans les pacemakers, des fibrillateurs, on transmet des données, ça paraît un petit peu numérique, on va dire. Mais on a fait une étude pour évaluer le point de vue des patients qui étaient dans la télésurveillance des diabétiques. Et on a été très bon, c'est une étude qualitative, avec toutes les précautions, donc 12 patients qui étaient dans le programme étape et auxquels on a posé des questions suivant les techniques d'analyse quantitative, sociologique et psychologique habituelles. Et les résultats nous ont surpris. D'abord, 11 sur 12 ne savaient pas qu'ils étaient dans le programme étape. Ils ne savaient pas. Donc, ce qui au passage pose un problème du consentement. Parce qu'ils étaient dans un bidule dont ils ne savaient pas ce que c'était, mais qu'ils trouvaient très bien. Parce qu'ils étaient très contents et trouvaient très bien. Et ce qu'ils ont pour la plupart retenu de l'amélioration de la qualité, c'est le contact humain qu'ils ont eu. C'est-à-dire que grâce au programme de télésurveillance, ils étaient en contact avec des infirmières. D'ailleurs, ils ne savaient pas qui c'était, des infirmières. Ils étaient incapables de dire si c'était des infirmières habituelles, l'infirmière de l'opérateur ou du prestataire de télésurveillance, ou l'infirmière du prestataire de soins à domicile, quand il y avait une pompe. Ils ne savaient pas. Donc, besoin d'informations. Mais ils étaient très contents et très rassurés. Et les faits étaient... L'ensemble était très bénéfique pour le système, mais ils ont constaté un gros problème d'organisation dans les centres, en disant, au fur et à mesure, certains nous ont dit, au fur et à mesure que le temps passait, on voyait que le personnel était de moins en moins disponible, et puis il y a des centres, des patients qui n'étaient pas micro-révolutionnaires, où les centres ont dit, ah non, c'est pas possible, on ne peut pas s'organiser. Donc le côté humain est extrêmement important. Et ensuite, dernier élément, quand on est dans ces processus, l'évaluation est extrêmement compliquée parce que c'est multitechnologique. Par exemple, sur les patients diabétiques, la plupart, avant, n'avaient pas de CGM, de contrôle de glycémie. Là, on leur en a mis un pour la télésurveillance. Du coup, on est incapable de savoir qu'est-ce qui a amélioré. Est-ce que c'est le fait d'avoir mis un CGM? Est-ce que c'est le fait de télésurveiller? Est-ce que c'est le fait de l'accompagnement? Mais la chose qui est essentielle et qui nous a paru essentielle, c'est la qualité de l'accompagnement, de l'amélioration de l'accompagnement qui rassure énormément les patients qui étaient dessus, qui se sont mis à avoir beaucoup plus confiance en eux et refaire des choses qu'ils ne faisaient plus, d'où le distingue dans les verbatims grâce à ça. On voit la nécessité de l'accompagnement. D'où ne pas sous-évaluer le facteur financier
humain, parce que s'il n'y a pas d'hommes et de femmes pour le faire, ça ne marchera pas. Et la télésurveillance, c'est de l'humain, mais de toute façon, Grégory, je pense que vous avez aussi cette philosophie-là, mais tu voulais répondre. En fait, ce qui est très important aussi, c'est que c'est un domaine, c'est vraiment un domaine complètement nouveau. Et c'est un. Donc, vouloir faire, on a un peu parlé de l'évaluation, Armel en a parlé, etc. etc. Honnêtement, aujourd'hui, faire de l'évaluation de la télésurveillance de l'insuffisance cardiaque, personne n'est capable de dire comment il faut faire. Parce qu'en fait, c'est des nouveaux modes d'organisation. Donc, c'est pas comme un médicament. Un médicament, on lui donne un objectif, il fait bien, il fait pas bien. Bon, ok, on sait. Là, c'est véritablement et on voit dans toutes les études, nous l'intégralité des études, tous les patients qu'on suit rentrent dans un registre, et ce qui nous permet de les suivre, etc. Et on se rend compte qu'en fait, la télésurveillance, ça marche, mais la manière dont ça marche est beaucoup plus complexe et on n'a pas encore compris à quel point. Et ça, donc, je pense que les évaluations, il va falloir les faire, mais il va falloir les faire en ayant déjà une idée de quel va être le critère. Et aujourd'hui, on n'a pas. Dans la littérature, on n'a aucun critère permettant d'évaluer la télésurveillance. On peut prendre la mortalité. Jacques Lucas le disait, si on suit les gens longtemps, ils finissent par mourir, pas forcément d'insuffisance cardiaque, mais ils meurent quand même, etc., etc. Donc, la manière d'évaluer est vraiment quelque chose d'extrêmement compliqué. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est que effectivement, le processus de télésurveillance est quelque chose qui est aussi, on a découvert des choses en fait. On se rend compte que, alors avec la technologie, avec l'intelligence artificielle, effectivement, et puis parce que il y a 1,5 million d'insuffisants cardiaques en France, donc on ne peut pas se permettre de proposer quelque chose d'extrêmement cher à 1,5 million de personnes. Donc on se rend compte que le point qui est vraiment crucial, c'est de trouver le juste milieu entre la technologie, parce qu'on en a besoin pour faire des économies d'échelle, et l'humain. Donc nous, on arrive à descendre, enfin à augmenter avec une même qualité, à augmenter le nombre de malades qui peuvent être suivis par notre équipe, notamment notre équipe paramédicale, avec un plafond de verre qu'on n'arrivera pas à franchir. Mais ce qui est très intéressant, c'est que les patients pour lesquels, là maintenant, on avait mis par exemple à disposition un outil de communication entre les professionnels de santé, qu'on avait mis pas forcément avec une arrière-pensée. Et en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, les patients qui vont le mieux, les patients qui ont le moins de problèmes, les patients qui sont même des patients très graves qui sont le mieux suivis, eh ben, c'est spontanément à la fois l'équipe de Newcard, à la fois l'équipe du cardiologue, à la fois le malade, tout ce petit monde commence à communiquer ensemble. Et c'est chez ces patients-là qu'on a les meilleurs résultats et qu'on obtient la télésurveillance de meilleure qualité, même s'ils sont très graves. Du coup, je savais déjà que le travail pour la Haute Autorité de Santé avait été compliqué et que ça demande énormément d'adaptation, parce qu'il y a eu aussi une publication, je crois que vous avez faite sur les nouveaux types d'évaluation d'impact organisationnel, Corinne. Je crois qu'il y a tout un travail d'adaptation, d'évaluation, un gros travail qui est fait de votre côté. Absolument. Tout à l'heure, je parlais des premières briques qui avaient été posées au travers des 5 référentiels et je suis ravie d'entendre que oui, on a besoin des organisations professionnelles pour faire évoluer ces référentiels au cours du temps et la CNIMS a vraiment inscrit ce principe dans ses avis, donc je crois qu'on est tous d'accord. Mais au-delà de ça, effectivement, ce que vous dites traduit l'hétérogénéité de ce qu'on peut attendre de la télésurveillance en fonction des indications et dans une même indication en fonction des patients. On l'a vu quand on a travaillé sur les 5 référentiels, sur une même thématique, on peut avoir du coup un impact, et c'était le cas notamment dans l'indication des patients diabétiques, un vrai enjeu sur l'observance du patient vis-à-vis de son traitement, sur une vraie dynamique à mettre en place pour l'adaptation de son traitement, donc des enjeux vraiment cliniques. Et puis sur un autre pan, ce gros potentiel qu'offre la télésurveillance en termes organisationnels, que ce soit parce que le patient est loin de son centre, mais aussi sur la mobilisation des ressources et éventuellement l'espacement des visites en présentiel sans altérer le suivi global du patient. Donc, il y a une vraie articulation et vous posiez la question de la difficulté d'évaluation. On aura, je pense, sur cette thématique, des enjeux bien plus organisationnels que cliniques, de mon point de vue, mais on aura peut-être aussi des belles surprises en termes d'impact clinique sur certaines technologies de télésurveillance. Donc, tout ça, la CNIMS l'a ouvert avec des travaux préparatoires sur la prise en compte de l'impact organisationnel dans ces critères. Donc, elle l'a travaillé pour les critères standards de l'inscription à LPPR.
Mais tout ça va pouvoir être repris évidemment et déployé dans le cadre du guichet numérique qui se met en place. Tout à fait. C'est un vrai enjeu pour les technologies de télésurveillance. Et on n'a pas parlé aussi de la télésurveillance des pathologies aiguës. On a vu émerger pendant le Covid certaines choses. Alors, il est 16 heures. Est-ce qu'on peut avoir 5 minutes de plus ou pas? 5 minutes pour prendre une ou deux questions peut-être. On voit bien qu'en fait, là, il y a un coup d'envoi, mais on est au début de l'histoire. Il va y avoir énormément d'adaptation. Je pense qu'il faut collectivement tous on adapte les choses et on apprenne en marchant un petit peu sur les façons de faire et les façons d'évaluer, les façons de s'organiser sur le terrain, les façons d'accompagner, etc. Donc, on en est au début, mais c'est plutôt hyper intéressant avec beaucoup de choses qui nous attendent. Je ne sais pas s'il y a quelques questions. Juste pas oublier qu'on n'est pas que au début. C'est-à-dire on est au début de la partie pérenne. Ouais, dans la réalité, il y a des patients qui sont télésurveillés, des milliers. Pas dire avec les pacemakers, on va monter à des centaines de milliers. Mais en tout cas, c'est aussi quelque chose qui est dans la vie de tous les jours actuellement de très nombreux patients, de très nombreux professionnels de santé. Et donc, on continue, on va travailler. Il y a un champ énorme, mais c'est déjà quelque chose, on en avait parlé. On est d'accord. C'est déjà quelque chose qui est dans la vie. On a à peu près 80 000 patients au niveau des prothèses cardiaques, à peu près 30 000 sur les autres cahiers des charges d'étapes. Il y a eu plusieurs centaines de milliers de patients qui étaient surveillés pour le Covid. Effectivement, il y a une histoire qui est plus ou moins ancienne. Quand je dis qu'on est au départ, c'est on est au départ de la partie financée à grande échelle, tout en se disant ce qu'on disait tout à l'heure, qu'on est le deuxième pays au monde. Il y a les États-Unis qui rémunèrent, mais sans indication, c'est pas très, très clair et d'ailleurs ça a du mal à décoller. Donc on est le premier pays, en tout cas européen, et le deuxième pays au monde, avec une bonne position de la France, à la fois en termes d'organisation et des startups sur ce sujet-là. Il y a probablement quelque chose à faire, surtout pour les patients et pour le système de santé. Mais on était les premiers au moment d'étape. Là, on est passé deuxième. Attention. Les Américains vont pas très vite, ça va. Attention. Je suis pas très inquiet là-dessus. Donc, je ne sais pas du coup s'il y a quelques questions ou pas, ou si on conclut avec des... Je veux bien faire un commentaire sur les référentiels. Donc déjà, on est impatient de voir les forfaits de télésurveillance rentrer dans le droit commun, qui me semble une condition fondamentale pour que les professionnels adoptent ces solutions, puisque nous, l'objection qu'on a tout le temps, c'est que les forfaits existants sont déjà utilisés. Donc, on ne va pas en faire rentrer encore plus dedans. Point de clarification, je pense que ça reste aussi bien l'HAS qu'au SNITEM. Je vais rester sur celui de l'insuffisance rénale, parce que c'est celui que je connais le mieux, même si la première cause de mortalité sont cardiovasculaires pour les patients inscrits dans les noms. Il y a toute une liste de paramètres à suivre. Beaucoup sont obligatoires. Je ne connais aucun dispositif qui soit capable de suivre les paramètres à la fois pendant les séances de dialyse en centre et à domicile. Donc, il faudra plusieurs dispositifs. Donc, comment est-ce qu'on va le mobiliser? Est-ce que c'est le centre de dialyse qui va percevoir le forfait, qui va devoir le partager entre différents dispositifs, un logiciel? Et à ce moment-là, il va y avoir une bagarre pour savoir quelle est la part de chacun dedans. Ou est-ce que chacun a droit à un forfait parce que chacun apporte une brique? Un point de clarification à faire. Alors, là, vous me pensez, je ne sais pas si Corinne pourra répondre, parce que c'est un détail qui est quand même très technique, ou alors on pourra revenir vers vous sur ce sujet-là. Je ne sais pas, Corinne, si tu as la réponse du avant, pendant, après. C'est surtout un détail technique qui est lié au mode de rémunération derrière. Donc voilà, sur le niveau et le delta entre les référentiels étapes et les référentiels CNESIMS, je peux répondre simplement qu'il y a un vrai gap, c'est vrai, et qu'il faudra jalonner pour que ça se passe bien et que la transition soit faisable avec un calendrier tenable pour les entreprises. Les exigences techniques, elles ont été construites avec les professionnels, donc j'espère que ce sera fonctionnel sur le terrain, mais s'il faut réajuster les choses dans la pratique, je pense que on le fera et l'essentiel, c'est que ce soit fonctionnel au final. Deuxième question. Oui. Merci Corinne. C'est Fabien Ouattreau de la société Ensuite. On fait la téléréadaptation cardiaque. Et en fait, évidemment, on suit tous les échanges, les actes de décrets de télésurveillance, etc. Et en fait, je pense qu'on se bloque encore avec ces décrets parce que on a encore d'un côté les actes en présentiel, de droit commun, les actes numériques, digitaux, etc. Je pense qu'on aura vraiment gagné la partie quand on aura compris que tout ça, c'est hybride, en fait. Et que l'acte demain, c'est de l'acte en présentiel et de l'acte en distanciel et des choses sur la durée, et qu'une consultation chez le cardiologue, c'est un électrocardiogramme, je ne sais pas quoi, plus un suivi derrière de constante, etc., etc. Je pense que petit à petit, c'est là-dedans qu'il faut aller. Parce qu'en fait, finalement, on est encore en train de recréer des silos dans les silos qu'on essaye de briser avec le digital. J'aimerais vraiment qu'on arrive à intégrer tout ça et qu'on se dise,
La consultation chez le généraliste, c'est une consultation et puis un acte de téléconsultation, par exemple, pour un suivi automatiquement quand une femme est enceinte. Il y a la première, mon épouse était enceinte, donc le médecin fait un papier, etc., etc. Ça devrait débloquer derrière immédiatement de la téléconsultation, du télésuivi, etc., etc. On avait commencé avec la task force sur les Les prises en charge au parcours. On avait commencé à ça, mais ça a été arrêté faute de Ouais. combattants. Après, faut pas figer, mais on a aussi entre guillemets un passé. C'est-à-dire qu'en 2010, quand on a créé le décret télémédecine, avec les 5 actes, on était à un moment où personne ne connaissait, il a fallu figer les choses. Si vous voyez ce qu'on a fait par le télésoin, quand on a ouvert pour les 18 professions, on n'a pas figé d'actes. On a dit ce qui est possible dans le décret de compétences de ces professionnels-là est possible à distance. La HAS nous dira ce qui est faisable ou pas, mais en tout cas, il n'y a pas eu de. On n'a pas figé volontairement parce qu'on s'est dit en télémédecine, on a créé 5 actes, ça a eu une vertu à l'époque, mais ça a aussi un problème maintenant, c'est qu'il y a des choses tellement justement hybrides, des nouveaux cas de figure qui arrivent, et des choses qui ne sont pas, par exemple la téléréadaptation n'est pas vraiment dans la télésurveillance, mais peut l'être, ça dépend des situations. Il faut peut-être plus de fluidité, et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que les 5 actes de télémédecine, est-ce qu'il faut les en rajouter, ou est-ce qu'il faut au contraire, les supprimer et faire comme pour le télésoin et ne plus avoir d'actes et dire ce qui est possible dans les décrets de compétences des professionnels médicaux est possible à distance. C'est des questions qu'on peut poser. Très honnêtement. Moi, je pense qu'il faudrait rajouter un 6e acte qui est, je l'ai dit tout à l'heure, qui est la télérégulation. Mais je voudrais ajouter un commentaire, c'est que dans la télésurveillance, il faut quand même distinguer les formes et les pratiques professionnelles au sein des équipes de soins, puisque tous ces patients-là, ils sont pris par une équipe de soins, ils ne sont pas pris par un cardiologue ou le médecin généraliste. Et la situation est extrêmement différente selon qu'on travaille dans un établissement ou que l'on travaille en ville. Or, un certain nombre de patients veulent rester chez eux. Donc, ce n'est pas de l'hospitalisation à domicile, mais ils veulent être traités en ambulatoire et la télésurveillance peut s'y prêter. Alors, autant dans les établissements, il y a une délégation de la télésurveillance vers le corps infirmier. Ce n'est pas le cardiologue qui va être à s'occuper de tout au niveau de la télésurveillance. Dans la pratique libérale, ça devient quand même un tout petit peu plus complexe. Et je pense en particulier aux infirmiers, bien évidemment, mais aussi aux infirmiers en pratique avancée. Parce que là, alors quel est leur rôle, quelle est leur mission? C'est la haute autorité qui l'indiquera probablement, mais quelle est également leur forme de rémunération? Est-ce que c'est une rémunération à la capitation? Est-ce que c'est une rémunération forfaitaire? Est-ce que c'est au gré des équipes? Ça ne me semble pas possible au gré des équipes. Jacques, on avait essayé de régler le problème en créant la notion d'équipe de soins primaires et d'équipe de soins spécialisées, qui sont les pendants des équipes hospitalières. Bon, ça existe au point de vue réglementaire pour la responsabilité et tout. Après, il y a le problème de la réalité et de la rémunération de ces équipes. Oui, mais c'est pour ça que je pose la question et donc c'est l'aiguillon. C'est difficile au départ. Ce qu'on voit, c'est que ça pose, bon, pour l'hôpital, la question est un peu plus, on va dire, un peu plus simple, parce que les équipes sont déjà très structurées, mais pour la ville, ça pose des vraies questions, mais collectivement, de la délégation, de la structuration des spécialistes en ville, parce que pour l'instant, c'est plutôt des spécialistes. Les médecins généralistes ont commencé à se structurer avec les centres de santé et les maisons de santé, donc ça pose des vraies questions de délégation, d'exercice coordonné, d'exercice structuré en ville. Et quand on parlait tout à l'heure d'impact de la télésurveillance sur les organisations au sens large, je pense que, en tout cas c'est mon avis personnel, que ça va avoir un impact assez important sur à la fois l'hôpital et la ville, et notamment sur ces questions-là de est-ce que les professionnels vont vouloir s'en saisir, est-ce que ça va leur plaire, est-ce qu'ils vont vouloir y aller, comment ils vont s'organiser avec les patients, comment ils vont s'organiser entre eux, qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur la coordination et la connaissance mutuelle qu'ils ont les uns des autres, sur leur type d'exercice, sur le choix des futurs soignants, ça va probablement avoir pas mal d'impact. Ne pas oublier la souplesse, de pouvoir s'adapter à toutes les organisations. Et un des éléments fondamentaux, c'est aussi que les médecins ne sont pas forcément l'élément le plus rapide du système. C'est-à-dire que les médecins, par exemple les généralistes pour lesquels on a fait on a pas mal travaillé avec eux récemment, les généralistes ne sont pas prêts à la télésurveillance aujourd'hui. La télésurveillance, pour l'instant, c'est un peu réservé à la spécialité. Et donc là aussi, il y a vraiment quelque chose de très important. Et de la génération actuelle. Ceux qui sont en fac, c'est très bien, mais la génération actuelle, c'est eux qui vont télésurveiller, c'est pas ceux qui sont en fac. Après, je pense que ça ira probablement. Oui, bien sûr. Alors, je suis désolé, on a 11 minutes de retard et je commence à avoir des signes du fond de la salle. Merci à tous, merci pour tous les intervenants d'être venus et bonne fin de journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous. Bonne fin de journée. Merci Corinne, merci Amel.